Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles sur la 5e avenue, transformant les lumières de New York en traînées floues et tremblantes. Les passants pressaient le pas, indifférents, le regard rivé sur leur téléphone ou leur parapluie luxueux. Devant l'entrée d'un hôpital privé parmi les plus chers de la ville, un homme s'arrêta net. Richard Coleman, milliardaire de l'industrie pharmaceutique, sortait lentement du bâtiment, le visage fermé, les épaules lourdes d'un poids que même sa fortune colossale ne pouvait alléger. Derrière les vitres teintées du hall, sa fille de 8 ans, Emily, était assise dans un fauteuil roulant. Ses jambes frêles restaient immobiles depuis cet accident qui avait brisé bien plus que ses os. Les meilleurs médecins du pays avaient parlé. Les plus grands spécialistes d'Europe avaient essayé. Les traitements expérimentaux avaient échoué. Elle ne marchera plus jamais. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Richard comme une condamnation à perpétuité. Alors qu'il descendait les marches de marbre, une voix rauque s'éleva derrière lui. « Monsieur, attendez !» Richard se retourna, agacé. Devant lui se tenait un mendiant. Vêtements usés, barbe hirsute, chaussures trouées par le froid et la misère. Dans ses yeux pourtant, il n'y avait ni peur, ni cupidité, seulement une étrange certitude. « Je peux faire marcher à nouveau votre fille », dit-il calmement. Le monde sembla s'arrêter. Le bruit de la pluie. Les klaxons. Les pas pressés. Tout disparut. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» murmura Richard, la mâchoire crispée. Le mendiant s'approcha d'un pas, ignorant les regards méprisants des gardes de sécurité. « Je sais ce que les médecins vous ont dit. Je sais aussi ce qu'ils ne savent pas. Donnez-moi une chance, et je vous rendrai votre fille debout. » Le cœur du millionnaire se mit à battre violemment. Il avait déjà entendu trop de promesses. Trop de charlatans. Trop de mensonges nourris par le désespoir. « Sortez d'ici avant que j'appelle la police », gronda-t-il. Mais au même instant, derrière la vitre, Emily leva les yeux. Elle fixa le mendiant. Puis, elle sourit. Un sourire différent. Vivant. Plein d'espoir. Le mendiant croisa son regard et murmura, presque pour lui-même. Elle n'est pas brisée. Elle est seulement endormie. Richard sentit un frisson parcourir tout son corps. Et pour la première fois depuis des années. Il hésita. Richard Coleman n'aimait pas hésiter. Dans les affaires, l'hésitation coûtait des millions. Dans la vie, elle lui avait déjà coûté trop cher. Et pourtant, ce soir-là, sous la pluie glaciale de New York, face à un mendiant sans nom, il resta immobile. « Monsieur, votre fille n'a pas perdu l'usage de ses jambes, elle a perdu l'espoir », dit l'homme d'une voix basse mais rassurée. Les 2 agents de sécurité s'avancèrent aussitôt. « Ça suffit, dégagez d'ici », lança l'un d'eux en posant la main sur l'épaule du mendiant. Mais Richard leva lentement la main. « Attendez. » Le geste surprit tout le monde. Les agents s'arrêtèrent net. Richard observa l'homme plus attentivement. Sous la saleté et la fatigue, il y avait quelque chose d'incongru, son dos était droit. Son regard, clair. Ses mains, étonnamment stables. « Comment connaissez-vous ma fille ?» demanda Richard, froidement. « Parce que je l'ai vue avant vous », répondit le mendiant sans détour. « Impossible. Pas dans ce monde-là, non. Mais dans celui où les cris sont silencieux. » Richard sentit une pointe de colère. « Vous jouez avec la douleur d'un père. C'est une très mauvaise idée. » Le mendiant hocha la tête. « Je le sais. J'ai été ce père-là. » Ces mots frappèrent Richard plus fort qu'il ne voulait l'admettre. À l'intérieur de l'hôpital, Emily observait toujours la scène. Une infirmière tenta de la détourner, mais la petite s'agrippa à l'accoudoir de son fauteuil. « Papa », murmura-t-elle à travers la vitre, même si personne ne pouvait l'entendre. Le mendiant tourna légèrement la tête vers elle. « Emily », dit-il doucement. Richard blêmit. « Comment connaissez-vous son prénom ?»« Parce qu'elle me l'a dit », répondit-il simplement. Pas avec sa bouche, avec son regard. Le silence devint lourd, presque oppressant. Richard inspira profondément.
Vous voulez de l'argent? Combien? Un sourire triste étira les lèvres du mendiant. Si je voulais de l'argent, je serais déjà riche. Ce que je veux, c'est une minute. Une seule. Avec elle. C'est hors de question, intervint un agent. Monsieur Coleman, cet homme est. Une minute, répéta Richard, les dents serrées. Dans le hall. Sous surveillance. Et au moindre faux pas, vous disparaissez de ma vie. Le mendiant inclina la tête, reconnaissant. Une minute suffit parfois à réveiller un miracle. Dans le hall de l'hôpital, tout semblait irréel. Le marbre brillant, l'odeur aseptisée, les regards choqués des patients et du personnel face à cet homme sale qui avançait lentement vers une petite fille en fauteuil roulant. Émilie le regardait sans peur. « Bonjour, Émilie », dit-il en s'agenouillant devant elle pour être à sa hauteur. « Bonjour, monsieur », répondit-elle avec un sourire timide. « Est-ce que tes jambes te parlent encore ?» Richard se crispa. « Elle, ne bouge plus », murmura la fillette. Le mendiant posa doucement 2 doigts sur le repose-pied du fauteuil, sans toucher ses jambes. « Elles dorment, Émilie. Et parfois, il faut quelqu'un qui se souvienne comment les réveiller. » Il leva les yeux vers Richard. « Monsieur Coleman, dit-il calmement. Si après une semaine, rien ne change, je disparaîtrai à jamais. Mais si elle fait un seul pas, vous devrez écouter mon histoire. » Le millionnaire sentit son cœur vaciller. Une semaine. Que risquait-il vraiment? Émilie leva les yeux vers son père. « Papa, j'aimerais essayer. » Et ce fut là que Richard comprit quelque chose de terrible. Ce mendiant était peut-être fou. Mais l'espoir dans les yeux de sa fille, lui, était bien réel. Il hocha lentement la tête. « Une semaine, dit-il. Pas un jour de plus. » Le mendiant sourit. « Alors tout peut commencer. » La première nuit fut la plus longue de la vie de Richard Coleman. Dans son penthouse dominant Manhattan, les murs de verre offraient une vue spectaculaire sur la ville illuminée, mais pour la première fois, cette vue ne lui apportait aucun réconfort. Il n'arrivait pas à dormir. L'image du mendiant, de son regard calme et de ses paroles impossibles, tournait en boucle dans son esprit. Et si je venais d'offrir de faux espoirs à ma propre fille? À l'hôpital, Émilie non plus ne dormait pas. Elle tenait contre elle une petite plume que le mendiant lui avait donnée en quittant le hall. « Pour te rappeler que les choses les plus légères peuvent soulever le plus lourd », lui avait-il murmuré. Le lendemain matin, Richard arriva tôt à l'hôpital, accompagné de son équipe médicale personnelle. Il voulait que tout soit clair, contrôlé, mesuré. « Cet homme ne doit en aucun cas toucher ma fille », déclara-t-il fermement au directeur de l'établissement. « Monsieur Coleman, nous avons déjà signalé sa présence au service de sécurité. » « Non, vous ne comprenez pas. Je veux qu'il entre. Et je veux que chaque seconde soit surveillée. » À 9 heures précises, le mendiant arriva. Il s'était lavé au lavabo public voisin. Ses vêtements restaient usés, mais son visage était différent. Plus net. Plus humain. « Vous êtes revenu, » dit Richard sans chaleur. « Je l'ai promis, » répondit l'homme. « Une promesse, c'est tout ce qu'il me reste. » Ils entrèrent dans une salle de rééducation. Machines modernes, capteurs, écrans, caméras. 3 médecins observaient, bras croisés, sceptiques. Émilie était déjà là, assise sur une table, les jambes immobiles. « Bonjour, Émilie », dit le mendiant avec douceur. « Bonjour, monsieur, vous êtes revenu », répondit-elle, visiblement heureuse. Il posa la plume sur la table. « Aujourd'hui, on ne va rien forcer. On va juste écouter. » Un médecin soupira. « Monsieur Coleman, avec tout le respect que je vous dois, c'est une perte de temps. »« Le temps, docteur, » répondit Richard froidement. « Est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. » Continuez. Le mendiant s'agenouilla devant Émilie, sans la toucher. « Ferme les yeux, » dit-il. « Imagine que tes jambes sont dans l'eau chaude. Elles sont lourdes, mais elles sont à toi. » Les écrans restaient plats. Aucune réaction. Richard serra les poings. Puis, soudain, un bip. « Attendez », murmura une infirmière.
Un léger signal apparut sur le moniteur neurologique. Ce n'est pas possible, dit un médecin en s'approchant. Ce circuit est supposé être inactif. Le mendiant sourit faiblement. Rien n'est inactif. Certaines choses sont simplement oubliées. Émilie fronça les sourcils. Monsieur, j'ai senti quelque chose. Le cœur de Richard manqua un battement. Quoi, ma chérie? Comme, des fourmis. Dans mon pied. Un silence assourdissant envahit la pièce. Les médecins se regardèrent, déstabilisés. C'est probablement psychosomatique, tenta l'un d'eux. Peut-être, répondit le mendiant calmement. Mais le corps ne ment jamais à l'espoir. Il se releva lentement. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. C'est tout? S'emporta Richard. Vous m'avez fait déplacer la moitié de l'hôpital pour des fourmis? Le mendiant soutint son regard sans trembler. Vous avez vu un signal. Demain, vous verrez un mouvement. Et si ce n'est pas le cas? Alors je disparaîtrai, comme promis. Il se tourna vers Émilie. Repose-toi, petite guerrière. Elle sourit. À demain. Lorsque le mendiant quitta la pièce, l'un des médecins s'approcha de Richard, le visage grave. Monsieur Coleman? Ce que nous avons vu aujourd'hui? Aucun de nos protocoles ne l'explique. Richard resta silencieux, les yeux fixés sur les jambes de sa fille. Pour la première fois depuis des années. Il n'avait plus peur d'espérer. Mais au fond de lui, une autre question grandissait. Qui est vraiment cet homme? Le 3e jour commença sans caméra. Richard Coleman les avait fait éteindre à l'aube. Si quelque chose doit arriver, ça ne sera pas un spectacle, déclara-t-il au personnel. Les médecins protestèrent, mais Richard n'écoutait plus. Depuis la veille, un détail le hantait. Le mendiant n'avait jamais demandé comment Émilie allait marcher. Il parlait comme quelqu'un qui savait déjà ce qui devait se produire. Quand l'homme entra dans la salle de rééducation, Émilie l'attendait, plus éveillée que jamais. « Monsieur, j'ai encore senti mes jambes cette nuit, » dit-elle avec excitation. Comme si elle voulait bouger toute seule. Le mendiant hocha la tête, comme si cela allait de soi. Parce qu'elle se souvienne, Émilie. Richard s'avança. « Il est temps que vous me disiez qui vous êtes, » dit-il d'une voix ferme. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'assit sur une chaise, posa ses mains sur ses genoux tremblants, et soupira longuement. « Je m'appelle Daniel Harper. » Le nom ne disait rien à Richard. Mais au moment où Daniel le prononça, l'un des médecins se figea. « Attendez. Harper? Le docteur Daniel Harper? » Daniel ferma les yeux. « J'ai porté ce titre autrefois, oui. » Le silence fut brutal. « Ce n'est pas possible, » murmura le médecin. « Le neurochirurgien de Stanford. Celui qui a développé le protocole de récupération motrice post-traumatique ?» Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous êtes mort, » dit-il. « Ou du moins, c'est ce que disent les dossiers. » Daniel esquissa un sourire amer. « L'homme que j'étais est mort. Le reste a survécu. » Il se leva lentement et s'approcha d'Émilie. « Il y a 10 ans, j'avais une fille. Elle s'appelait Lily. Elle avait ton âge. » La voix de Daniel trembla pour la première fois. Un chauffard ivre a grillé un feu rouge. Colonne vertébrale sectionnée. Les mêmes mots que vous avez entendus, monsieur Coleman. Elle ne marchera plus jamais. Richard resta pétrifié. J'ai essayé tout ce que je savais. J'ai créé un protocole, différent. Lent. Silencieux. Basé sur la mémoire nerveuse et la confiance absolue. Et ça a marché, demanda Émilie à voix basse. Daniel hocha la tête. Elle a fait 3 pas. 3 pas magnifiques. Les larmes montèrent aux yeux de Richard. Alors pourquoi êtes-vous ici, demanda-t-il. Daniel détourna le regard. Parce que les assureurs ont refusé de couvrir le traitement. Parce que l'hôpital voulait des résultats rapides. Parce qu'on m'a retiré ma licence. Il inspira profondément. Et parce qu'un soir, Lily est tombée dans les escaliers. Pas à cause de ses jambes. À cause de la peur. Le silence devint insoutenable.
Elle est morte, murmura Richard. Non, répondit Daniel doucement. Elle a survécu. Richard releva brusquement la tête. Alors pourquoi dites-vous avoir tout perdu? Daniel leva sa manche. Un bracelet d'hôpital, jauni par le temps. Parce que c'est moi qui suis tombé ce soir-là. AVC massif. Main droite paralysée pendant 2 ans. Plus de chirurgie. Plus de réputation. Plus de maison. Et votre fille? Demanda Émilie. Daniel sourit tristement. Elle marche aujourd'hui. Mais elle ne m'a jamais pardonné d'avoir cru plus en la science qu'en elle. Émilie tendit doucement la main, et la posa sur celle de Daniel. Moi, je vous fais confiance. À cet instant précis, un cri retentit. Monsieur Coleman. Une infirmière pointait l'écran. Regardez. Sur le moniteur, un signal clair apparaissait. Puis, un autre. Émilie fronça les sourcils. Papa, regarde. Son pied droit venait de bouger. Richard tomba à genoux. Mon Dieu! Daniel ferma les yeux, submergé. Ce n'est que le début, murmura-t-il. Mais maintenant, ils vont essayer de m'arrêter. Qui? Demanda Richard. Daniel ouvrit les yeux, grave. Ceux qui ont besoin qu'elle reste immobile. Ils n'attendirent pas le lendemain. À peine 1 heure après le premier mouvement d'Émilie, 2 hommes en costume sombre entrèrent dans la salle. Sans badge médical. Sans sourire. Monsieur Coleman, dit l'un d'eux d'une voix lisse. Nous représentons le conseil éthique et juridique de l'hôpital. Daniel se figea immédiatement. Ils sont en avance, murmura-t-il. Richard se redressa, le regard dur. Vous entrez dans une salle de soins sans autorisation. Expliquez-vous. Il s'agit d'un individu non accrédité, poursuivit l'homme, en désignant Daniel. Ces méthodes ne sont ni validées, ni couvertes par nos assurances. Pour la sécurité de votre fille, cette expérience doit cesser immédiatement. Émilie serra la main de Daniel. Papa, s'il te plaît. Richard sentit son cœur se déchirer. Toute sa vie, il avait appris à se fier aux contrats, aux règles, aux institutions. Mais devant lui, sa fille avait bougé son pied. Pas dans un rapport. Pas sur un écran. Dans la réalité. Sortez, dit-il calmement. Monsieur Coleman, réfléchissez bien. Si quelque chose arrive à votre fille. Sortez. Sa voix résonna comme un verdict. Les hommes échangèrent un regard, puis reculèrent. Très bien. Mais sachez que l'hôpital se désengage totalement. Parfait, répondit Richard. J'achèterai l'hôpital s'il le faut. Ils quittèrent la pièce sans un mot. Le silence retomba, lourd mais chargé d'une tension électrique. Daniel s'approcha d'Émilie. Ce que je vais te demander est difficile, dit-il doucement. Et ça peut faire peur. Émilie hocha la tête. Je n'ai plus peur. Richard sentit les larmes lui monter aux yeux. Daniel plaça 2 barres parallèles devant elle. Mets tes mains ici. Ne pense pas à marcher. Pense à te lever. Les médecins retenaient leur souffle. Émilie serra les barres. Son visage se crispa. Ses bras tremblaient. Doucement, murmura Daniel. Laisse tes jambes se souvenir. Richard priait en silence. Puis, un miracle. Les pieds d'Émilie touchèrent le sol. Ses genoux fléchirent, mais ne cédèrent pas. Papa, je suis debout, murmura-t-elle, incrédule. Richard éclata en sanglots. Tu es debout, ma chérie, tu es debout. Maintenant, dit Daniel d'une voix brisée par l'émotion. Un pas. Émilie leva légèrement le pied droit. Le temps sembla se figer. Elle avança. Un pas. Puis un autre. Les médecins applaudirent malgré eux. Les infirmières pleuraient. Émilie lâcha une barre et se jeta dans les bras de son père. Je marche, papa. Richard se tourna vers Daniel, la voix étranglée. Vous avez tenu votre promesse. Daniel secoua la tête. Non. Elle a tenu la sienne. Un agent de sécurité entra en courant. Monsieur Coleman. Les médias sont déjà là.
Richard sourit à travers ses larmes. Qu'ils viennent. Il se pencha vers Daniel. Vous n'êtes plus un mendiant. Dites-moi ce que vous voulez. Daniel regarda Émilie, puis Richard. Je veux une chose. Que plus aucun enfant ne soit abandonné parce que son miracle prend du temps. Richard tendit la main. Alors construisons-le ensemble. Daniel serra cette main. Fermement. À cet instant précis, Émilie lâcha les deux hommes et fit un pas toute seule. 3 mois plus tard, le centre Lily Harper ouvrait ses portes. Traitement gratuit. Temps illimité. Espoir obligatoire. Daniel Harper n'y portait aucun titre. Juste un badge. Je suis là. Et chaque matin, Émilie entrait en marchant. Pour rappeler au monde que certains miracles commencent quand on écoute. Ceux que personne ne regarde.